Salut à tous et bienvenue sur Esprit Sérendipité, le podcast dédié au développement personnel, spirituel et à l'ésotérisme en général. Aujourd'hui, dans cet épisode spécial Halloween, nous allons justement parler de cette fête et des nombreuses légendes qui l'accompagnent. Alors si vous êtes prêts, c'est parti pour ce 70e épisode. Bienvenue dans ce 70e épisode un peu spécial parce qu'il s'agit d'un épisode spécial Halloween. Nous sommes le 24 octobre et Halloween c'est dans une semaine. L'année passée j'avais également fait un épisode spécial pour cette période de l'année et comme il vous avait plu, je me suis dit que j'allais profiter pour en refaire un autre cette année, mais différent. En fait, souvent je me rends compte qu'on ne sait pas tout sur Halloween. Alors on sait tous que c'est la fête des morts, mais à part ça, il y a beaucoup de traditions, de légendes qui ne sont pas du tout connues et qui mériteraient d'être mises en avant, et c'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Pour le coup, ce sera un épisode plutôt orienté ésotérisme que développement personnel, vous l'aurez compris. Alors prenez votre plaid, un thé, un café si vous voulez, et posez-vous tranquillement parce qu'on va se plonger dans les vérités derrière Halloween. Quand on pense à Halloween, on pense directement à l'un de ses symboles, la citrouille. On la voit partout, sur les décorations, devant les portes des maisons, en décoration chez les gens. Elle est très souvent découpée pour faire en sorte de pouvoir y mettre une bougie derrière ses yeux et son grand sourire. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que cette tradition se base sur une légende irlandaise très ancienne, la légende de Jack O'Lantern. La pratique de la décoration des citrouilles lanternes est originaire d'Irlande. En fait, le nom Jack O'Lantern vient d'un conte irlandais sur un homme nommé Stingy Jack. Les immigrants irlandais ont apporté ensuite la tradition en Amérique et elle est devenue une partie intégrante des festivités d'Halloween. L'histoire commence il y a de cela plusieurs siècles. Il y avait un homme dont les dispositions naturelles étaient grossières et moroses. Les habitants du village aimaient dire que les aspérités de son âme n'avaient pas été adoucies par l'influence d'une connaissance de Dieu. Il n'y croyait pas et n'allait jamais à l'église. Le peu de choses qu'il savait lui ont permis de cultiver la ferme sur laquelle il vivait. Il était connu dans tout le pays pour ses manières antisociales. Sa ferme était entretenue et plutôt spacieuse, et pourtant aucun étranger usé ou de mendiant n'a jamais cherché à y demander l'hospitalité, tellement l'aura qui y régnait repoussait les gens. Une âme comme la sienne ne pouvait qu'attirer l'attention du diable. Alors une nuit, alors que Jack rentrait chez lui en titubant, complètement ivre, à travers la campagne irlandaise, il s'approcha d'un ruisseau sombre, connu dans l'imaginaire des gens de l'époque pour être associé à des histoires de meurtres et de superstitions. Alors qu'il s'approchait de plus en plus du ruisseau, une étrange odeur de soufre le prit par surprise. Il se mit alors à regarder autour de lui pour tenter de comprendre d'où cela pouvait venir quand il aperçut dans l'ombre de la nuit, aux côtés d'un arbre, un être grand et sombre, orné d'une paire de cornes, une longue queue et des sabots à la place des pieds. Jack sentit ses cheveux se dresser sur sa tête et son sang se glacer malgré tout le whisky qu'il avait pu boire ce soir-là. L'ombre menaçante ne bougea pas, mais une voix grave retentit dans le silence de la nuit. Jack, tu as été cruel tout au long de ta vie. Je te condamne aux enfers pour l'éternité. Malgré l'ivresse, Jack se rendit compte de ce que cela signifiait. Il accepta, mais demanda à la créature une dernière volonté. D'accord, je te suis, mais avant de m'emmener, offre-moi un dernier verre au pub. La créature accepta rapidement la demande, accompagna Jack dans un bar et se transforma en pièce d'or afin que Jack puisse payer sa dernière bière. Mais au lieu de régler sa note, Jack attrape la pièce et la fourre dans sa poche où se tient une petite croix en argent. Le contact avec la croix empêche alors le diable de reprendre sa forme véritable. Et Jack, fier de lui propose de le libérer si ce dernier le laisse tranquille durant au moins 10 ans. Le diable accepte, furieux, et retourne en enfer. 10 ans se passent. Alors que Jack est assis sur une vieille chaise dans son jardin, le diable décide alors de réapparaître. Les 10 ans se sont écoulés, dit-il en s'approchant de Jack. Il est temps de partir.
Jack accepte de le suivre, mais lui demande si ce dernier veut bien lui cueillir une pomme avant de l'emmener. Le diable accepte, grimpe sur le pommier, mais Jack encercle alors le tronc de l'arbre avec plusieurs croix, piégeant une fois de plus le diable. Furieux d'avoir encore été trompé, Satan vocifère à Jack de le libérer. Ce dernier accepte à une seule condition, que le diable le laisse tranquille à jamais. Ce dernier, à contre-cœur, accepte et retourne en enfer. Bien des années plus tard, Jack est sur son lit de mort, seul et ivre. Il se retrouve aux portes du paradis. Mais Saint-Pierre lui en refuse l'accès. Il a passé sa vie à être égoïste et à faire de la peine autour de lui. Jack se rend alors devant la porte de l'enfer et demande au diable de le laisser entrer. « Je ne te ferai pas entrer. Rappelle-toi la promesse que je t'ai faite. » Désespéré, Jack ne sait où aller. Il demande alors au diable quoi faire. Satan lui tourne le dos et lui dit simplement « Retourne d'où tu viens ». Jack décide donc de retourner sur ses pas. Mais le chemin est sombre et effrayant, et Jack a besoin de lumière pour progresser. Le diable lui offre alors des braises issues de l'enfer, qu'il met dans un navet pour faire office de torche. Depuis ce jour, Jack erre comme une âme en peine entre le monde des morts et le monde des vivants, ne sachant où aller. C'est ainsi que Jack devient Jack aux lanternes, un esprit errant entre les deux mondes. C'est pour ça que le week-end d'Halloween, on allume une bougie que l'on dépose au centre d'une citrouille creuse pour l'éloigner de notre maison. Voilà pour la première légende. Je ne sais pas si vous la connaissiez. Si ce n'est pas le cas, vous ne verrez plus les citrouilles de la même façon. En tout cas, j'espère que vous avez préparé la vôtre. Alors, sachez qu'il y a plusieurs versions à cette histoire. Si vous avez envie de lire la version de 1836, publiée dans un journal irlandais appelé le Dublin Penny Journal, je vous mets le lien en barre de description de l'archive du journal. C'est évidemment en anglais et ils utilisent parfois de vieux termes, mais elle est aussi très sympa et un peu plus longue aussi. Peut-être connaissiez-vous déjà l'origine de la fête d'Halloween. Le terme Halloween est en fait la contraction de l'expression anglaise All Hallows Eve, qui signifie la veille de tous les saints. Son origine remonte à plus de 2500 ans sous le nom de la fête de Samhain, ou Samhain. Le poète écossais Robert Burns a aidé à populariser le mot Halloween avec son poème de 1785 qui avait justement ce titre. Je vous le mettrai en barre de description aussi si ça vous intéresse de le lire, il est en anglais. On croit souvent à tort qu'Halloween, c'est une fête américaine, mais en réalité, elle a été importée au milieu du 19e siècle par les émigrants irlandais, ainsi que par les Gallois et les Écossais. D'ailleurs, Halloween est toujours très vivant dans les îles britanniques, donc Halloween c'est une fête européenne. Et son origine se trouve principalement dans deux grandes fêtes du paganisme, toutes deux situées aux alentours du 1er novembre. Chez les germano-scandinaves, on fêtait à ce moment la 3e moisson et les morts, et on célébrait aussi plusieurs dieux et déesses, surtout la déesse El, qui est la déesse de la mort. L'autre grande fête est Samhain, ou Samhain comme vous préférez. Samhain est une fête très connue, surtout dans la spiritualité, chez les sorcières qui la célèbrent avec des rituels. C'est une fête celte et gauloise qui était célébrée pour accueillir la nouvelle année, mais aussi pour accueillir les défunts et les esprits. En gaélique, Samhain se traduit par novembre et symbolise la fin de l'été. Encore une fois, pour celles et ceux qui ont l'habitude de parler de ce genre de fête, seront familiers avec tout ça. En fait, on commence par Samhain, qui est la première moitié sombre et qui commence le 1er novembre, et la deuxième moitié dite lumineuse, qui commence à Beltane, qui débute le 1er mai. L'année est donc décomposée en deux catégories si vous voulez. Chez les Celtes, le calendrier est lunaire et non solaire, c'est-à-dire que les grandes fêtes ne pouvaient pas avoir lieu à des dates fixes. Par exemple, Samhain, en réalité, a lieu la nuit de la pleine lune la plus proche. Mais par commodité, aujourd'hui, on garde la fête au 31 octobre. Le 31 octobre est donc le début de la nouvelle année qui permet d'ouvrir une brèche entre les vivants et les morts. En fait, la fête de Samhain, ou Samhain, dure 7 jours, 3 jours avant et 3 jours après la pleine lune, et elle était obligatoire, quelle que soit l'origine sociale, sous peine de châtiment divin. Les festins étaient composés de viande de porc, de bière, d'hydromel et de vin. C'est une fête qui est destinée à créer des passerelles entre les deux mondes. On se retrouve donc au milieu du monde réel et spirituel.
La tradition celtique d'allumer des feux pour fêter Halloween a survécu jusqu'au temps moderne en Écosse et au Pays de Galles, et toutes les manifestations ont conservé la tradition des revenants et des sorcières. La fête de Samhain était donc un cérémonial nocturne. En fait, chaque foyer se devait d'éteindre le feu de la maison et se plonger dans l'obscurité. Cette façon de faire, cet acte en fait, permettait de prendre conscience de l'état de mort. Sans la lumière, la vie est impossible. Et cette prise de conscience permettait un peu d'apprivoiser la mort et d'entrer en contact avec les âmes et les anciens déjà passés dans l'au-delà, pour demander conseil, bienveillance et sagesse. Par la suite, les membres du village se réunissaient dans le noir sur la place du village, place où les druides allumaient alors un nouveau feu. Ce feu sacré symbolisait alors le recommencement, le début de la vie, de l'année celtique et la victoire contre la mort. Et ce n'était que par la suite que les druides allumaient d'autres feux autour du village, sur les collines, afin de protéger les habitations de toute menace maléfique. Ensuite, chaque villageois prenait quelques braises du feu sacré et repartait dans leur foyer pour faire repartir leur propre feu. Donc, comme on l'a vu, Halloween ou Samhain marque la fin de l'été et le début de l'hiver. Samhain marquait l'entrée de ce qu'on appelle toujours en Bretagne les mois noirs, c'est-à-dire novembre, et décembre qu'on appelait le mois très noir, qui sont une période de repli sur soi où on vit plutôt en solitaire et donc période idéale pour se reconnecter à ses ancêtres, d'où justement l'importance donnée aux défunts et aux esprits. De ce fait, Halloween est extrêmement lié à l'hiver et non pas juste à l'automne comme on le penserait. Étant donné que Samhain c'est l'ouverture de la saison d'hiver, on ne peut réellement comprendre cette célébration qu'en la replaçant dans un contexte de cycle hivernal. Et l'hiver, c'est le temps des veillées, ce temps entre le repas du soir et le coucher. À l'époque, et encore aujourd'hui, selon certaines traditions, les veillées d'hiver étaient le lieu et le moment privilégié de la transmission du savoir et en particulier du savoir mythologique. On s'y réunissait au cœur de la nuit noire et on y évoquait les dangers du dehors, entre guillemets, en fait du monde extérieur. Ces grandes réunions qui avaient lieu dans la plus grande pièce de la maison, généralement le salon ou la salle à manger, pendant la saison froide, permettaient de raconter des légendes anciennes ou récentes. Les hommes y rafistolaient leurs outils, les femmes tissaient ou tricotaient en même temps. On y commentait la vie du village et on y préparait même des fois des futurs mariages. Donc c'est vrai que durant ces veillées, de très nombreuses légendes étaient racontées. Il faut savoir que le moment de la nuit a de tout temps été associé au danger et à l'inconnu. Comme on le dit parfois, la nuit n'appartient pas aux vivants, elle est le domaine des esprits, des revenants, des mauvaises fées, des sorcières. On croyait qu'à la tombée de la nuit, la campagne était envahie par les esprits de la nuit. L'ambiance de ces veillées était donc pas mal imprégnée de cette grande peur de ce qui rôde dans la nuit. On y racontait vraiment d'effrayantes histoires de revenants, de loups-garous, de vampires, etc. La fête d'Halloween a ensuite été exportée aux États-Unis par les Irlandais au XIXe siècle, et à cette époque, les migrants irlandais et écossais s'installent sur le nouveau continent pour fuir la grande famine en Irlande et apportent avec eux leurs contes et leurs légendes. C'est plus tard que la fête d'Halloween est devenue la fête que l'on connaît aujourd'hui. Depuis, Halloween est célébré aux États-Unis, mais aussi au Canada, en Australie, en Irlande et en Grande-Bretagne surtout. Traditionnellement, le soir d'Halloween, les enfants portent des déguisements qui font peur et sonnent aux portes de leur quartier en demandant des bonbons avec la formule « trick or treat » ou bien, si vous voulez en français, « farce ou friandise ». De par sa nature, Halloween, c'est aussi le moment privilégié des pratiques divinatoires, étant donné que le voile entre les deux mondes est plus fin. Parfois, ces pratiques peuvent même être sous forme de jeu. Par exemple, en Irlande, dans l'un des plats principaux servis le soir d'Halloween, qu'on appelle le Cole Cannon, qui est à base de purée de pommes de terre et d'oignons frits, on y ajoutait de tout petits objets, comme pour le gâteau des rois. Par exemple, si on trouvait une pièce de monnaie, ça voulait parler de future richesse, une bague, un futur mariage, une petite figurine de porcelaine, un futur bébé, etc. En Angleterre, on confectionnait des petits gâteaux appelés soul cakes, littéralement gâteaux des âmes, qui servaient aussi de porte-bonheur. Il y avait plein d'autres petites pratiques comme ça. D'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi on porte des déguisements effrayants pour Halloween ?
L'une des premières références au port de costumes à Halloween vient d'Écosse en 1585, mais il y a certainement d'autres références qui datent de bien avant. Il existe aussi beaucoup de références à la coutume au cours des 18 et 19e siècles dans les pays celtes, d'Écosse, d'Irlande ou bien encore du pays de Galles. Les costumes d'Halloween sont traditionnellement basés sur des êtres surnaturels ou folkloriques, effrayants, comme des vampires, des sorcières, des loups-garous ou bien encore d'autres créatures. Ils étaient souvent fabriqués en peau d'animaux et ils les faisaient les plus effrayants possibles pour éloigner les esprits qui viendraient sur Terre à cette période. En fait, plus ils paraissaient étranges, mieux c'était, parce que garder une allure humaine risquerait de trop attirer l'attention. La tradition de distribuer des bonbons à Halloween vient justement des offrandes que les anciens faisaient aux esprits afin de les accueillir. À l'époque aussi, beaucoup de druides avaient la croyance que les chats noirs étaient la réincarnation de personnes décédées. On disait que si vous en croisiez un, c'était de mauvais augure parce qu'il pouvait vous posséder, donc passer du chat à vous pour redevenir humain. Si vous voulez, d'après leurs croyances, les bonnes âmes allaient au paradis et les mauvaises âmes revenaient sur Terre pour une durée limitée sous forme d'animaux, plus particulièrement de chats noirs, et il se devait de trouver une personne à posséder. Donc, comme vous l'avez compris, Samhain était et est toujours étroitement lié au monde des esprits et des morts. Pour vous dire, on leur laissait toujours une petite partie du repas, des chaises libres pour qu'ils puissent s'y installer s'ils passaient rendre visite. Ça peut paraître bizarre, mais il faut se souvenir que pour les Celtes, la mort c'était pas considéré comme une fin, mais comme un simple passage vers un autre état de conscience. Samhain marque cette transition, ce cycle de la vie et de la mort. Je trouve personnellement que c'est une vision plutôt saine et sereine de la chose, qui a bien changé sous l'influence des mentalités romaines et chrétiennes. Peu à peu, on a commencé à définir la mort comme une fin définitive. La mort est devenue quelque chose d'effrayant et de terrifiant, et elle ne symbolisait plus, comme chez les Celtes, un passage évolutif, mais plutôt une fin. Même si le temps et les époques passent, la part spirituelle qui est rattachée à Samhain a perduré. C'est un moment où la méditation prend toute sa place, où l'on fait le point sur l'année écoulée, où l'on fait de grands repas et où certains pratiquent la divination, par exemple avec le tarot, les runes ou encore le pendule. Voilà pour ce petit épisode spécial Halloween, j'espère qu'il vous aura appris des choses intéressantes. Si vous voulez suivre la page du podcast sur Instagram, le lien sera en barre de description. Pour retrouver les anciens épisodes, ils sont disponibles sur YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou encore Deezer. Et sinon, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite un merveilleux Halloween, évitez les chats noirs, préparez votre costume et votre citrouille, et à bientôt.